Honneur aux dames, Amel. Comment tu te présentes rapidement? Oui, alors bonsoir à tous, je m'appelle Amel Chabi, je suis stand-upeuse, actrice et autrice. Récemment, j'ai écrit un livre sur le stand-up qui s'appelle Dinguerie Book. Et sinon, je fais du stand-up, je suis actrice dans des séries, des films. J'ai réalisé un film aussi, une comédie et un documentaire qui s'appelle « Pourquoi nous détestent-ils, nous les Arabes ?» Voilà. Voilà. Et voilà en gros. Et tu es une rêveuse. Et je suis, là, vu tout ce que j'entreprends à chaque fois, oui, une grande rêveuse. Merci d'être là, Amel, et à toi, Frédéric. Eh bien, du stand-up à la start-up, il n'y a qu'un Il pas. il C'est n'y a presque qu'une pareil. lettre En fait, ou on deux. fait le même boulot. Presque. C'est up, ouais, C'est il y a up, tu vois, il y a un truc dans up. Voilà, moi je suis entrepreneur, donc j'ai monté Blablacar, que vous devez tous connaître. Vous n'êtes peut-être pas tous inscrits, j'ai pas vérifié avant de venir, mais si vous n'êtes pas inscrits, j'espère que vous allez le faire bientôt. Non, c'est 20 millions de Français qui utilisent Blablacar, 100 millions de personnes dans le monde. C'est une société très internationale, il y a 55 nationalités dans les effectifs, et on est sur 3 continents, dans plus d'une vingtaine de pays. Voilà, et à côté de ça, j'ai créé aussi une autre boîte qui s'appelle Dift, qui vise à aiguiller un maximum de fonds vers des associations en collaboration avec des entreprises. Et puis voilà, je suis très imprégné dans le milieu des sociétés, de toutes les startups, mais aussi principalement des startups à impact, via France Digital, parce que je suis coprésident de l'association France Digital qui rassemble 2000 startups et puis une centaine d'investisseurs. Et puis également, j'ai une émission sur BFM Business qui s'appelle Les Pionniers, dans laquelle je reçois des gens incroyables qui partagent leur parcours et qui donnent envie d'agir. J'ai reçu Gad Elmaleh, notamment. Et spoiler, c'est pas Fred qui m'a fait l'intro. Ah oui. Ah oui. Non, mais j'ai reçu plusieurs humoristes. J'ai reçu Pascal Légitimus aussi, et puis Didier Bourdon. Voilà. Mais en fait, j'ai reçu 90 personnalités, dont 3 humoristes, mais pas seulement, parce qu'après, il y a aussi des astronautes, des philosophes, des aventuriers, des sportifs. J'ai reçu Martin Fourcade et Tony Estanguet. Enfin bon, bref. Une vie riche, quoi. Ouais, mais c'est surtout, tu vois, quand tu rencontres ces gens-là, tu vois les parcours qu'ils ont, puis tu vois avec quelle humilité ils partagent tout ce qu'ils ont fait, ça te donne envie de le faire. Même si, bon, pour être champion olympique, pour moi, c'est un peu tard. Ping-pong, non? Pas sûr. Peut-être le curling. Non, j'ai une première mini-question, moi, si je peux me permettre. Je vous l'ai dit, c'est pour parler de rêve aujourd'hui. Et j'aimerais savoir déjà ce que vous considérez rêveuse et rêveur. Et c'est quoi peut-être pas le premier, le rêve dont vous êtes le plus fier que vous avez réalisé? Amel, je sais pas, ou le premier qui a quelque chose en tête. Le premier rêve pour moi, hein, c'est de monter sur scène. Et ça a été sur une petite scène à Paris qui s'appelle le Théâtre de Trévise, une scène ouverte, ce qu'on appelle. Vous voyez ce que c'est, hein, c'est n'importe qui peut monter sur une scène. Donc j'ai mis des mois et des mois à préparer ce moment. Et donc c'était un rêve que j'ai coché comme ça en y allant. Et c'était un bide monumental. Mais c'était nul, mais nul. Mais j'ai, comment vous dire, même si c'était nul sur scène, je sentais qu'à ce moment-là, sur scène, c'était ma place. Ça me faisait kiffer d'être là. Et donc, c'était un joli bide, finalement. Parce que quand je suis rentrée, je me suis dit, OK, c'était pas marrant, parce que je n'avais pas les techniques, mais j'aime être là. Je suis convaincue que c'est quelque chose que je veux faire. Et je suis rentrée chez moi et j'ai rebossé pour une autre scène qui était pas mal. Pas nulle, mais pas mal. Et tout doucement, tu apprends ce métier. Donc voilà, c'était mon premier rêve. C'était la scène du Trévise à Paris. C'est quoi ta plus grosse salle? C'est des zéniths. Combien de milliers de personnes? C'est beaucoup de milliers de personnes. Mais c'est pas forcément le plus kiffant. Ah, ok. Ouais, les zéniths, c'est incroyable. C'est comme un manège, on va dire, tu sais, les grands 8 comme ça. Mais c'est pas ce que je préfère. C'est vraiment parce que tu vois personne finalement. Tu te prends des vagues de rire, mais tu vois. Et les petites salles, c'est ce que je préfère. Parce qu'il y a un vrai. Il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Voilà. Et elle joue toujours au sacré. J'attends mon invite. Oui. Mais voilà, si vous voulez venir la voir. Et toi, Fred, si je te pose la même question. Moi, je crois que en fait, le plus important, ce que j'ai réussi à réaliser, c'est d'être content de bosser tous les jours, tu vois, de ne pas me poser de questions.
d'être content de faire ce que je fais et d'être aligné entre ce que je pense qu'il faut faire et ce que je fais. Et tu as toujours pensé que c'était possible, ça? De pouvoir en vivre Non, je et- ne savais pas. Il y a eu des moments où, quand je bossais, parce que j'ai eu pas mal d'activités, il y a des moments, je faisais des trucs, c'était juste, tu vois, purement financier pour être sûr que j'arrivais à joindre les deux bouts, quoi. Donc, c'était pas forcément très intéressant intellectuellement, parce que c'est pas exactement ce que j'avais envie de faire. Ça m'est arrivé peu, mais quand même, des fois suffisamment pour me dire, il faut quand même que je fasse gaffe, il faut que je trouve quelque chose qui fasse que quand je travaille, je suis vraiment content de faire ce que je fais. Et donc là, aujourd'hui, comme en tant qu'entrepreneur, tu choisis les sujets sur lesquels tu vas bosser, donc forcément, ou alors si tu choisis mal à ce moment-là, c'est que faut revoir quelque chose, quoi, parce que comme c'est toi qui choisis, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même si ce sur quoi tu travailles ne te plaît pas. Mais comme tu as le loisir de pouvoir choisir, tu choisis quelque chose qui t'intéresse et à ce moment-là, ça c'est un vrai rêve, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression de bosser en fait. Alors que tu vas y passer 80-90 heures par semaine, tu vois, tu vas Mais passer si ton tu temps prends du plaisir, dessus, mais en fait, tu n'as ouais. même pas l'impression de bosser. Et à côté, tu vois, des gens qui n'aiment pas trop leur boulot, ils se retrouvent à se plaindre quand ils travaillent 30 ou 35 heures par semaine, pardon. Pardon. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et donc tu te dis, bon, moi je préfère travailler plus, mais en fait je travaille pas parce que je fais ce qui me plaît. C'est très très dur, c'est un par un. Au début, tu essaies de faire référencer ton service sur d'autres sites qui ont un peu plus de trafic, tu échanges un petit peu comme ça, un échange de bons procédés, tu essayes de faire en sorte que tu ressortes sur les bons mots-clés. Et puis après, voilà, petit à petit, tu t'appuies aussi sur les quelques personnes qui sont inscrites pour leur dire d'en parler autour d'elles, si elles trouvent que c'est bien. Et puis après, alors nous, on a eu aussi à un moment un accélérateur de visibilité parce que c'est là où, du coup, comme on est né en France, donc ça nous a aidé. Les grèves à SNCF, ça nous a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand la SNCF avait annoncé qu'ils faisaient grève, nous, on disait, voilà, il y a Blablacar, enfin à l'époque on s'appelait covoiturage.fr, ça fait beaucoup de visibilité. Et en fait c'est petit à petit, mais il ne faut pas croire que ça vient du jour au lendemain. Enfin, il faut vraiment être patient. Faut utiliser beaucoup aussi, quand on peut, surtout avec un service grand public, c'est plus facile, mais les médias, parler du concept et petit à petit ça commence à diffuser dans la société. Voilà, nous ce qu'on mettait en avant, le covoiturage devient moins quelque part bizarre ou moins méconnu au fur et à mesure qu'on arrive à en parler. Donc voilà, il faut tout faire, ça prend du temps. Il s'est passé 7 ans entre le premier inscrit et le premier million d'inscrits. Et après, il s'est passé 18 mois entre le premier million et le deuxième million. Et puis, il s'est passé 6-8 mois entre le deuxième et le troisième million. Et aujourd'hui, on est à 100 millions. Ouais. Et en vrai, je trouve ça drôle, mais c'est presque des clients aussi que tu dois trouver, Amel. Complètement. Et puis nous, on dit un truc, dans le métier d'artiste en tout cas, tu mets 10 ans à être connu du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? 10 ans à être connu du jour au lendemain. Ça veut dire pareil. Tu dois petit à petit construire ta notoriété dans un cercle fermé qui est notre industrie et chercher aussi ta base. Aujourd'hui, c'est les followers, mais les gens qui ta cible finalement, les personnes qui sont prêts à venir te voir en spectacle. Donc voilà, pendant 10 ans, tu dois bosser et là, on dit « Ah, elle est géniale, elle a, ouais !» Faut pas vu à ta première scène, quoi. Dans les petites caves, tu vois, les petits comédie clubs, tout ça, ça reste assez confidentiel. Et après, quand on t'invite à la télé pour défendre ton petit spectacle, en vrai, tu étais là déjà dans le circuit depuis un moment, tu vois. Une fois, un journaliste me disait comme ça, oui, Blablacar, c'est un overnight success, tu sais. C'est le jour au lendemain. Ouais. It was a long night. Ah oui, ouais, ouais, tu m'étonnes. Ouais, tu vois, c'est fou. Ça prend 10 ans. Ça prend 10 ans. Les gens voient pas en fait le travail en Non, soi parce que et quand les tu le doutes. découvres, du coup, ça marche déjà. C'est Le impacté, produit quoi. marche déjà, Oui. alors Ouais. que nous, on était à la version 327 du produit, quoi, tu vois, et qui a évolué beaucoup. C'est pareil, la version 1 d'un produit, elle est pas bonne. C'est comme toi. Oui, c'est des bides, des mini-bides, Voilà, c'est ça. voilà, Il faut où tu quand dis, même le bon, lancer, et puis ça va permettre de c'est une l'améliorer. bonne piste, mais c'est pas encore ça. Et, ouais. Ouais.
Et bah, Ouais, c'est ce faut- que tu disais tout à l'heure, finalement. Tu es hyper content de te lever, bizarrement. Tu vois, et ce que je t'ai dit au début, c'est un bide, c'est nul, personne ne rit, mais je sais pas, tu kiffes. Tu es très content, en fait. Tu Mais dis, faut non, moi, aussi, tu t'y crois, en fait. Tu dis, faut moi, aussi aimer les pâtes. Hein. Enfin, moi, faut aimer les pâtes. tu- Oh, ouais, faut Voilà, aimer les si t'aimes pâtes. les pâtes, déjà, t'as un avantage. Ouais, Les ouais, pâtes, ouais. ah bah, c'est super. Eh ben, Voilà. ouais, franchement, parce que finalement, pour pas te déconcentrer, tu fais des petits boulots, des petits boulots que tu n'aimes pas forcément, serveur, etc. Mais vite, tu comprends qu'il faut pas non plus te fatiguer. Tu comprends, faut pas non plus faire trop ces métiers-là. Donc, faut manger des pâtes, serrer, c'est trouver des moyens pour donner aussi toute ton énergie à ton art ou à ton business ou à ton idée, tu vois. Et vous doutez en 10 ans? Comment vous Bah ouais. continuez? Non, bah non. Si, non, Ah si, si, ok. Ouais. Non, mais Les comment jours. vous faites pour... ou c'est quoi? C'est de la passion en fait qui fait que arrêter, c'est des regrets? Ce serait quoi? Pour moi, c'est tu doutes, mais tu te dis, de toute façon, j'ai pas d'autre chemin. J'ai pas mieux à faire. Je suis bien là où je suis. Ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire, voilà, je kiffe de faire ce que je fais, donc je vois pas ce que j'irais faire d'autre. Donc je vais continuer. Pareil pour toi, Amel. Oui, c'est pareil. Et secrètement, tu es convaincu peut-être aussi de quelque chose. Tu dis, ah, j'espère y arriver. Bon, il y a des jours, des jours, t'es comme ça, quoi. T'as plus de force. Ok. Tu dis, bon, je sais pas si je vais y arriver. Et je sais pas. Une semaine se passe et il y a un petit truc où tu peux t'accrocher à un petit truc Ouais, voilà, faut qui s'accrocher au arrive. petit truc, quoi. Mais il est tellement petit, ce truc. Mais tellement. Et, mais tu es comme ça. Et le petit truc grossit tout doucement. Et c'est vrai qu'il faut s'accrocher, puis il faut aussi résister quand, quand on expose. Enfin, en tout cas, dans mon cas, quand j'exposais ce que je voulais faire, tu vois, ce que je voulais construire avec Blablacar, et que là, tu as des amis qui t'aiment, qui t'écoutent patiemment et qui disent pas grand-chose, mais tu lis la compassion dans leurs yeux, tu sais. Et là, ils te regardent, ils se disent, c'est bizarre, il était bien parti, lui. Ouais. Il avait fait des bonnes études, Ouais. il avait un boulot, un vrai boulot. Et là, maintenant, il plaque tout pour aller construire un site web pour les beatniks qui font de l'autostop. Et là, tu sens un peu quand même la solitude. Mais moi, ce qui me faisait tenir, c'était les premiers utilisateurs qui, justement, utilisaient. Alors à l'époque, on s'appelait covoiturage.fr, qui nous utilisaient et qui trouvaient ça bien. Donc moi, j'ai 1500 numéros de téléphone de covoitureurs dans Donc c'est des débuts de création de mon valeur, de voir que téléphone tu es utile. et je les appelais quoi, pour leur demander ce qu'il fallait qu'on améliore. Et être en contact comme ça avec des gens qui utilisent le produit, même quand c'est à toute petite échelle, ça t'aide beaucoup à tenir parce que tu sais déjà pour qui tu travailles. Est-ce que c'est le premier public que tu fais rire ou qui te renvoie par exemple la même chose de ah t'es utile là? Oui, absolument. En fait, c'est ceux qui vont rester après le spectacle. Il y en a 4 qui vont rester, qui vont discuter avec toi finalement. Ils vont dire oh là là, je me suis identifiée à ce moment-là. Ça m'a aidé, ça m'a donné de la joie, ça m'a fait rire ou pleurer, c'est selon les émotions que tu veux faire passer. Et ces 4 personnes qui restent, tu dis ok, super, j'ai fait mon boulot, je suis super contente. Et petit à petit, il y en a 10 qui restent. Après, il y a plein de gens et c'est chouette, tu vois. Mais les 2, 4, 6, ça grossit, tu vois. Là, on est déjà dans une logique où on multiplie les moyens de transport sur Blablacar, vous avez dû voir. C'est-à-dire qu'il y a du covoiturage longue distance, il y a du covoiturage courte distance, et il y a aussi du bus et il y a maintenant aussi du train. Vous avez dû voir que vous pouvez réserver des billets de train. Alors, pas sur tous les axes encore, mais ça vient de. Enfin, on a commencé par l'Espagne et puis maintenant sur le sud de la France. Donc, la logique, c'est d'aller multiplier les possibilités de transport sur Blablacar et après de continuer la croissance là où on voit un énorme potentiel, notamment aujourd'hui au Brésil et en Inde, il y a des très forts potentiels. C'est-à-dire que. T'as pas de concurrence là-bas? En fait, déjà, au Brésil, il n'y a pas de train. Tout se passe par la route ou alors par avion. Mais donc du coup, tu as une forte croissance parce que tu as un intérêt énorme pour se déplacer. Et donc après, en termes de concurrence, ce qui se passe, c'est que quand il y a des plateformes qui font du covoiturage aussi, généralement, là, tu essayes d'avoir
toujours le meilleur produit. Parce que en fait, sur des services comme ça, les gens ils sont à un clic d'un service à l'autre, et donc ils vont toujours vers la plateforme qui est la mieux faite, quoi. Donc il faut vraiment t'assurer que tu as toujours le meilleur produit. Ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours les mêmes amis depuis 25 ans. Enfin, j'ai d'autres amis, mais j'ai aussi toujours mes amis d'il y a 25 ans. Moi, j'ai réussi à me faire 2-3 amis depuis. Ça, c'est très important parce que justement, ça garde dans le chacun son parcours et pas de mise à distance, quoi. Ça, c'est important aussi parce qu'on peut vite s'isoler quand on est happé comme ça par un projet qui nous prend 24/24. On peut perdre ses amis. Il faut faire très attention à ça. Il faut rester en contact. Donc, moi, j'ai toujours fait attention. C'est plus pour mentionner une réaction humaine que pour mentionner les réactions de certaines personnes. C'est l'acceptabilité générale de ce qui est nouveau qui est difficile, de toute manière, que ce soit n'importe qui. Et même nous, même moi, devant certaines situations, je me comporte comme mes copains pouvaient se comporter quand je leur présentais un truc nouveau. C'est assez difficile généralement d'aller comprendre quelqu'un qui est habité par une mission. Il faut y passer du temps, quoi. C'est drôle, tu parles d'être habité. Moi, je voulais vous poser la question, on va pas parler chinois. Vous n'avez pas pris le seum? Quand les gens ils vous renvoient, c'est vos proches, et ils vous renvoient du doute. Alors, le mot somme n'existait pas à l'époque. Ouais, mais Amel m'a compris, donc 2 + 1. J'ai compris aussi, mais je veux dire, à l'époque... Oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, bon, tu comprends pas mon truc, mais supporte-moi, quoi. Non, parce que je pense que on sait déjà, parce que c'est les amis et la famille aussi. On sent une inquiétude plus de la famille et des amis. C'est quelque chose de très bienveillant, de « oh là là, elle est peut-être en train, ou il est en train de perdre son temps, son argent, son énergie ». Et c'est plus, oui, de l'inquiétude et de la peur de se dire « oh là là, il va être déçu, ça va être dur ». Et finalement, on le sent, hein, ce regard, hein, le regard dont tu parles, c'est certain. Mais on essaye de les convaincre eux aussi. Et comment tu fais, enfin, je repose la question dedans, mais il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont malveillants, mais si eux ne s'autorisent pas à rêver, ils vont peut-être te renvoyer du négatif par rapport à tes rêves. Comment toi, tu arrives, ou est-ce que tu te sépares de ces gens-là? En fait, c'est du négatif, encore une fois, bienveillant, c'est chelou, mais, Non, mais tu je vois, sais, c'est genre, tu le prends pas ils pour peuvent toi. te freiner et en fait, tu vas moins les voir, c'est vrai, mais tu essayes de doser. Tu dis pas tout aussi. Tu essayes d'être optimiste, surtout pour la famille, les pauvres, oh là là. Oh, ils étaient en panique, les pauvres. Ils se sont dit, oh là là, elle va droit dans le mur, quoi. Donc, tu essayes de dire, ouais, non, c'est bon, ça s'est bien passé. T'évites les trucs un peu effrayants. Pour une startup, quand tu commences à avoir ton idée, tu deviens un recruteur sur pattes, si tu veux. Dès que tu vois quelqu'un qui sait faire des choses dont ton projet pourrait avoir besoin et qui a des étoiles dans les yeux quand tu lui parles de ton projet, tu n'as qu'une envie, c'est de le recruter. Parce que c'est rare. Bah oui, À ce moment-là, c'est exactement. Pareil, je cherchais que des stand-uppers, que des gens brillants. Je voulais traîner qu'avec des gens brillants dans le stand-up, en tout cas des gens marrants. Je collais Jamel Debbouze. Je le collais. Vraiment, tu vas où? Ok, je vais là. Ok, je regardais tout ce qu'il faisait. Pareil, Gad Elmaleh, je regardais tout ce qu'il faisait, tu vois. C'est grâce à ça que tu as fait la première saison du Jamel Comedy Club, tu penses? Ouais, entre autres, ouais. Parce que tu dis, attends, celle-là, elle est tout le temps là, elle est tout le temps... Et il se dit, mais elle est hyper motivée, en fait. Il ne voit Tu pas vois? de l'intérêt malsain, au Non, contraire. non, Il parce voit que de l'admiration presque. tu vois, ouais, franchement, il n'y a rien... c'est pas son argent que je veux. C'est son expérience, c'est essayer d'avoir 5 minutes de sa première partie, à un moment donné, tu vois. Lui, ça ne lui coûte rien du tout, au contraire. Et il se dit, bon, on va voir si elle a vraiment les crocs, si elle en veut, tu vois. Et j'ai fait sa première partie. Voilà. Ah ouais, mais c'était...
C'était pas gagné, hein, purée. Et je me demandais d'ailleurs, est-ce que ça vaut plus fort les premiers clients, les premiers rires, ou la première personne que tu arrives à convaincre alors que presque il n'y a pas d'argent dedans au début, mais qui te fait confiance, tu vois? C'est pas une question de journaliste. Non, mais moi, je sais que le truc, le souvenir le plus fort que j'ai de satisfaction, c'est un jour où j'étais à une terrasse de café et il y avait 2 personnes qui étaient assises à côté et 2 autres qui arrivent pour les rejoindre. Et là, ils s'assoient et ils leur disent: «On a fait un truc de dingue. On arrive de Bruxelles, on a pris un truc, ça s'appelle». Alors à l'époque, l'appli, elle était branchée sur covoiturage.fr, qui était notre site web, et on a une appli qui s'appelait Commuto, qui était branchée sur covoiturage.fr. Et là, le gars, il sort son téléphone et il commence à faire une démo, tu vois, de l'app sur laquelle moi j'ai passé mes jours, mes nuits, mes week-ends, mes vacances. Et t'es à côté. Et je suis à côté. Dingue. Et je vois le mec faire la Oh. démo, tu vois, le truc. Oh. Il explique comment ça marche. T'es là, tu vois, tu bois ton café, Tu fais t'écoutes, pas de bruit, t'écoutes. tu fais pas de bruit, t'écoutes, t'es content, quoi. Tu te dis, et puis c'est complètement au hasard, tu vois. Et là, tu te dis, bon, ok, le truc est utile. Et je vois comment ça se passe dans la vraie vie. Je vois que les gens, quand ils sont contents d'avoir fait leur premier covoiturage, ils en parlent autour d'eux. Et en plus, le gars, il dit, voilà, on a payé 20 balles. Et puis en plus, le conducteur, il est guitariste, il joue juste à côté ce soir-là. On va à son concert et tout. Enfin, tu vois, le Ouais. truc, tu dis, waouh. Mais plus utilisateur que des investisseurs ou des associés, du coup. Oui, parce que les investisseurs, c'est beaucoup plus rationnel, si tu veux. Ok. Ouais, eux, ils vont. Alors, ça fait très plaisir quand ils te suivent et qu'ils te disent effectivement, on investit, on y croit. Mais la discussion, elle est beaucoup plus axée sur des chiffres, sur des tendances, des choses plus, comment dire, aussi économiques et pas forcément purement émotionnelles. Alors que quand tu es sur de l'usage et avec des gens qui vraiment utilisent le service, là, tu es dans l'utilité et dans l'émotionnel. Est-ce que l'émotionnel que je lie à l'artistique, mais dites-moi si je me trompe, est-ce que il est presque antinomique avec l'argent et le business, ou est-ce qu'on doit apprendre? Comment ça se passe? L'argent, c'est un moyen. Mm. C'est un moyen parmi d'autres, tu vois. Le plus grand des moyens, c'est les gens. Et après, il te faut, il te faut des gens, il te faut des locaux, il te faut du Wi-Fi, et puis il te faut de l'argent, quoi. Tu l'as vécu pareil? Ouais, c'est un peu pareil, ouais. Ok, mais tu comprenais que sans l'argent, tu pourrais pas faire les zéniths en gros? Ou tu pourrais pas atteindre un objectif, un autre rêve peut-être? Ça s'organise, les zéniths, donc il faut l'argent, mais pour ça, le départ, il faut pas d'argent, le départ. En tout cas, dans le stand-up, il ne faut pas. Il faut des idées, écrire un stylo, un papier, tu montes sur scène, du courage, de la patience. Mais oui, après, plus tu grossis, plus il faut des producteurs ou des investisseurs qui misent sur toi. Et ça t'a saoulé ça, d'aller les convaincre, ou pas du tout, au contraire, c'était un plaisir? C'est... En plus, tu te vends à ce moment-là, ouais, faut c'est se pas pareil vendre. que toi. En fait, il faut pas être timide, quoi. Il faut, tu vois, c'est ça qui est saoulant. Tu dis, oh là C'est là, vrai, il tu faut fais y du aller. stand-up à Oui, côté, donc... ouais, mais bon, se vendre, c'est toujours un peu compliqué, quoi. T'as pas l'impression de te vendre au stand-up, sur scène? C'est pas toi que tu vends? Si, quand même. Ok. Ouais, tu dois pas te juste vendre. un Quand tu personnage. veux aller faire plus gros, tu dois te vendre, quand même. C'est marrant parce que, en tout cas, je le vois pas exactement. Quand c'est un projet que tu portes, tu vois, et sur lequel tu es absolument convaincu, je le vois pas comme se vendre, je le vois comme vivre ton projet. Et en fait, quand tu vis ton projet, tu es contagieux. Donc tu vas convaincre d'autres gens. C'est différent d'un travail purement de vente. Tu vois, j'ai jamais eu l'impression de vendre le projet pour lequel que je ressentais et que j'avais envie de développer. J'ai plus l'envie de convaincre les gens que je rencontre du fait que oui, ça va se passer, que oui, c'est génial, mais j'ai pas l'impression de vendre, tu vois. Alors qu'en fait, in fine, effectivement, ça revient à vendre puisque tu convaincs les gens avec qui tu parles. Oui, tu as Mais raison, il y a quelque c'est chose pas- de... Comme tu connais ton sujet, ta passion, Ouais, il y a quelque chose de naturel. Ah c'est ouais, pas comme ouais. rejoindre un projet qui est pas à toi Bien sûr. et aller vendre un projet Mm. dans lequel que tu fais comme un boulot ou que je sais pas, tu vois. Ça, moi, je crois que je serais un mauvais vendeur de quelque chose dans lequel je crois pas, Mm. typiquement. Tu peux faire un drop-out.
c'est très à la mode. C'est très à la mode, tu le Qu'est-ce que mettras c'est, sur le- LinkedIn. Drop C'est, out. t'as payé 50 000 € ton école, mais tu vas pas graduer. Mais en vrai, parce Ah, que mais t'as tu quand y même un étais quand meilleur même. business. Enfin, tu y Non, non, t'abandonnes parce T'es un que... university dropout. Ok. Tu vois. Mais Tu en finis général, pas c'est parce tes que t'as une études, meilleure tu- opportunité à côté. Donc, ça monte. Et je trouve que ça monte aussi beaucoup d'audace et de Ok. prise de risque. Mais, On le fait pas trop chez nous. oh, il y en a un ou deux qui l'ont fait. Ben, je sais qu'à l'ESSEC, Jean-Charles Varlet, mon ancien boss de chez Crème de la Crème, l'a Il fait l'a à fait l'époque. Ouais. Il est resté combien À de sa temps césure, il est parti. Et je peux vous dire que c'est l'administration de l'ESSEC qui lui a demandé, s'il te plaît, est-ce qu'on peut te filer le diplôme? Non. Si, et il le met sur No son way. LinkedIn, College Dropout. Mais du coup, tu voulais répondre, Fred, désolé. C'est une pub pour C'est mon presque un ex-boss. diplôme Tellement drôle. Ah oui, dropout. c'est devenu carrément. C'est ça. C'est C'est ça un le fait. tagline, Ouais, quoi. ouais, c'est. J'ai pas fini mes Ouais, études. mais Je suis Bon. parti pour mieux. Mais enfin, faut que effectivement, tu sois parti pour Oui, quelque chose qui Véritablement marche. mieux. Parce que Ouais. sinon, tu vois, et puis un c'est peu pas dit que ça dure. lâcher la proie pour l'ombre. Donc non, je pense que ce qui est important, c'est d'aller, je dirais deux choses. Parce que autodidacte, ça ne veut pas forcément dire formation. Enfin, pas de formation. Ce que je veux dire, c'est que tu as le droit d'aller regarder toutes les expériences de tout un tas d'entrepreneurs, de gens qui ont fait des choses qui t'intéressent. Et puis après, surtout, tu deviens toi-même une tête chercheuse pour aller construire ton idée. En fait, ce qui nourrit toute ton envie, euh, tout ton travail, toute l'énergie que tu vas déployer sur ton projet, c'est justement le sujet lui-même sur lequel tu vas travailler. Si tu veux, moi, je n'étais pas un expert du covoiturage. De toute façon, je ne vois pas quelles études j'aurais pu faire pour être expert du covoiturage. Ça n'existe pas, l'École nationale supérieure du covoiturage. Sinon, je l'aurais faite. Mais il n'y en a pas. Donc, tu vois, tu vas, de toute manière, quand tu as une idée, tu vas devoir apprendre plein de trucs. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'être dans cette dynamique d'apprendre, apprendre et vouloir faire le mieux que tu peux. Et en fait, si tu prends un peu de recul, c'est ce que tu apprends à faire en école aussi. Tu apprends à, quand on te donne un sujet que tu ne connais pas, parfois que tu n'aimes pas trop, eh bien, quand même, faire le mieux que tu peux. Et ensuite, quand tu vas arriver sur d'autres choses à faire, bah, tu feras la même chose. Tu te diras, bon, ce truc-là, je ne le connais pas, je vais l'apprendre. Comment je fais pour apprendre? Tiens, qui c'est qui connaît quelque chose là-dessus? Tiens, alors maintenant, tu as tout au bout des doigts grâce à Internet. Donc, tu peux aller chercher des infos partout, sur tout un tas de trucs. Et tu vas te former toi-même. Mais quand même avec d'autres gens. Tu ne vas pas non plus tout apprendre. Tu vas trouver plein de gens qui ont eu les mêmes questionnements que toi et qui y ont répondu, donc ça va te faire gagner beaucoup de temps. Voilà, donc c'est autodidacte dans le sens, si tu veux, pas forcément des études qui te permettent de faire exactement ce que tu veux faire, mais c'est pas autodidacte dans le sens où tu dois aller chercher l'expérience de toutes les personnes qui ont touché de près ou de loin au sujet auquel tu t'intéresses. Tu te reconnais dans ça, Amel, ouais. Oui, oui, je me reconnais, mais surtout des collègues à moi, qui soient scénaristes ou stand-uppers. À mon sens, les meilleurs, c'est ceux qui sont allés le plus loin à l'école, parce qu'ils ont une culture générale de ouf, beaucoup de points de vue, des sujets. Ils savent se concentrer sur une feuille longtemps, donc ils vont creuser le sujet, même de la blague. C'est sérieux, trouver une blague, c'est hyper sérieux en fait. Tu dois, tu vois, pour qu'elle soit hyper Ça se travaille des heures et des heures. surprenante et selon ton point de vue, tu vois. Même le rap, je sais pas, tu vois, il y a un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Kerry James, qui a vraiment une plume de ouf. Et en fait, j'ai cherché, il a fait des études de ouf, tu vois, finalement, tu Après, vois. à 13 ans, il parlait qu'à comme un adulte. Lui, hein. Ouais. Et je voulais savoir, déjà, tu as fait des études ou des grandes études? Bah, j'ai fait, je suis allée à la fac de droit, mais je suis pas allée jusqu'au bout. T'es une drop-out. Ouais, mais nul, hein, vraiment nul. Et en fait, je suis allée tout de suite j'ai fait une école de théâtre. Ok, d'accord. Voilà, donc j'ai appris des textes hyper classiques pour avoir une bonne diction, pour être à l'aise sur scène, même dans le corps. Il y avait des cours de danse, des cours de... C'était un peu fame, mais tu vois, ça, je me suis servi un peu de tout ça. Tu as un mot-clé qui est important, c'est peur. C'est peur de quoi? Si tu as peur de ne pas y arriver, bah, moi je crois qu'il vaut mieux avoir peur de ne pas essayer. Tu vois? Parce que la manière avec laquelle je fonctionne, moi en tout cas, c'est que j'ai pas envie de me dire plus tard que j'ai des regrets parce que j'ai même pas essayé, quoi. Ok. Et donc ça me fait encore plus bouger. Je me dis non mais attends, si
Ce truc-là, j'ai envie de le faire. Je ne sais pas si je me regarderai dans la glace, si dans 10 ans, je me dis, tiens, j'ai même pas essayé. Et alors, je préfère, mais de très, 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 très loin, avoir essayé et m'être planté que de ne pas avoir essayé. Donc là, c'est plus la peur de regretter quelque chose. Ouais, moi, alors si j'ai une peur, c'est celle-là. C'est la peur de regretter de ne pas avoir essayé de le faire. C'est pas la peur de me planter. Si je me plante, tu dis aux autres, bah, vas-y, essaye. Tu vois, c'est... T'es d'accord, Amel, Je suis j'imagine. tout à fait d'accord. Je ne fonctionne que comme ça. Je me suis mise au tennis il y a 3 ans. J'ai 47 ans, à 45 ans. Qui se met se met au tennis à 45 ans? À 45 ans, tu fais des bilans de santé. Tu fais pas des revers liftés, non, tu vois. Et Roland Garros, c'est bientôt là. c'est bientôt. Ouais. Et j'ai un petit niveau, hein. C'est pas naze. Mais voilà, je pensais que c'était pas pour moi, que c'était inaccessible, que c'était parce que je viens d'une famille très modeste. Et voilà, maintenant je fais du tennis 2 fois par semaine, je suis très contente. C'est un détail, mais je voulais pas regretter et je l'ai fait. Et le fait d'être multicasquette ne tient que sur ce mode-là, en fait. Écrire un livre, jamais. Mes parents sont analphabètes. Ils sont venus en France, ils ont travaillé, ils n'ont fait aucune étude. J'ai écrit un livre, c'est très chelou, tu vois. Je me dis, c'est fou. Et il y a le blaze de mon père sur le livre, donc c'est marrant parce que tu peux le faire finalement, tu vois. C'est pas parce que je voulais pas vivre sur un regret, je voyais ça comme une montagne. J'ai beaucoup douté, j'ai eu très peur, mais je suis allée au bout et il y a moyen de faire les choses. C'est quoi la plus grosse dinguerie de votre vie? Tu peux pas me dire le tennis, là, Amel. Bah non, mais Termine c'est, à Roland et là, je dirais oui. Mais mais il y a les seniors, hein, tu sais, à Roland. Ouais, merci. Non, mais Merci. dans 20 ans, tu... Les, les seniors et tout. Ouais. Mais Non, ouais, mais- t'as raison. En vrai, ce serait quoi la plus grosse dinguerie? Ou c'est ça, pour Putain, toi, c'est- c'est l'école? Enfin, c'est l'école, c'est le fait d'écrire un livre alors que tes parents Mais c'est sont toute cette analphabètes. vie, c'est ouf de faire tout ça. Tu t'imagines, tu réalises un film, tu réalises un documentaire, t'es sur scène, c'est une dinguerie life finalement, tu vois. T'as une dinguerie ou tu dirais que pareil, au bout d'un moment, t'en as tellement fait que c'est homogène presque. Moi, ta vie. j'en ai une qui me vient en tête là quand tu me demandes, c'est quand même le jour où je suis monté dans l'avion présidentiel avec Macron pour aller voir Obama. Tu vois, mais c'est vrai, tu te dis, tu montes là-dedans. Toute la phrase est assez. Non, mais- tu sais, c'est un enchaînement de. Il attendait de la On caler pensait depuis que c'était Jamel. Là. dans un avion avec Macron pour aller voir Obama. Bah ouais, c'est un peu dingue, non? C'est drôle. Un peu dingue. À Washington, tu vois. À et que Washington. Vas-y, encore. et que tu te poses sur un aéroport qui n'est pas un aéroport civil, c'est un aéroport De président. de machines de guerre, non, Ouais. non. Ah oui, Ouais. Et que sur l'aéroport, tu vois tout un tas de trucs, tu te dis, ça vole ces trucs-là, c'est quoi? C'est que des machines que tu n'as jamais vues de ta vie. Tu vois, tu atterris là et tu te dis, tiens, c'est marrant. Et que tu descends de l'avion et qu'il y a 50 bagnoles 4x4 noirs avec des mecs avec des trompettes qui te font l'hymne français et l'hymne américain. Et que tu pars avec la délégation, quoi. Et dinguerie, oui, franchement dinguerie. Et tu bégayes Ouais. pas là? c'est une dinguerie, ouais. Tu bégayes pas vraiment? Tu te sens légitime? Non, t'es pas d'être- tout seul, hein. Non, mais On était 50, hein, tu vois. On était pas... Et 50 entrepreneurs avec toi? Non, il tu n'y a veux pas que des entrepreneurs, il y a plein de gens, une grosse délégation en fait. Ouais. C'est assez marrant. C'est 2008, Donc à quelle 2016. occasion on allait voir Obama pour lui montrer que la tech française, c'était bien. J'essaye quand même d'écrire aussi et de relater tout ce que je vis pour que ce soit, et tout ce que j'apprends surtout, pour que ce soit justement accessible. Alors tiens d'ailleurs, enfin, j'ai recherché juste après, j'ai un bouquin dans mon sac. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Mission Blablacar, sur lequel il y a, tu vois, ça fait 300 pages, c'est 15 ans d'expérience entrepreneuriale dedans. Ah, c'est J'ai mis génial ça. tout ce que j'ai Ouais. appris, que j'ai jamais appris à l'école. En fait, j'ai Wow. mis dans le bouquin. Et quand même avec une forme très très structurée. Mais c'est quelque chose qu'on peut trouver à la Fnac. Enfin, Oui, je oui, veux ça dire, s'appelle ouais. Mission Blablacar. Il a été, quand il est sorti, les gens l'ont appelé le MBA à 19 €, ce qui n'est pas cher. MBA à 19 €, c'est pas cher. Ou le livre de chevet de l'entrepreneur. Enfin, tu vois, c'est vraiment canon. quelque chose, voilà. Mm. Et la préface, d'ailleurs, tiens, encore une dinguerie. Préface de Thomas Pesquet, tu vois.
Avec BFM, c'était via ça? Non, Tu non, l'as non, c'était même pas? Non, 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 non. Thomas Incroyable. Pesquet, je l'avais rencontré à un autre moment. Et puis, quand il était là-haut, qui venait de prendre ce Crew Dragon là, de SpaceX Il t'a texté. pour monter là-haut, voilà, Attends, il était là-haut, il a écrit la préface du Arrête. bouquin quand il était dans l'ISS. Si. C'est encore une dinguerie, ça. Valide. Hein Il est très bien. Quoi, le bouquin? Tu l'as lu, Mission Blablacar? Bah ouais. Et donc, Non, mais la dinguerie, comme ça. C'est c'est énorme, énorme. bah oui, c'est une dinguerie. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Et donc j'essaye comme ça de partager, c'est-à-dire de ne pas garder ce que j'ai appris pour moi et de le rendre accessible le plus facilement possible. J'ai aussi, dans mon émission Les Pionniers, j'ai invité plein de fois, j'ai invité 150 entrepreneurs à venir pitcher pour non seulement l'exercice de pitcher à la télé, mais aussi pouvoir faire des retours, des feedbacks pour s'améliorer. Après, j'ai aussi fait des masterclass. Alors, j'essaye de faire des trucs qui scale parce que je ne peux pas aller voir individuellement tout un tas de gens. Là, j'ai lancé un nouveau truc qui va sortir début juillet où je rassemble une cinquantaine d'entrepreneurs et on va travailler ensemble sur un week-end. Donc, je prends ça sur un week-end pendant mes vacances, mais donc ça se passe sur mon lieu de vacances. Donc, C'est où? c'est au Sable d'Olonne, en Vendée. Et donc, on rassemble une cinquantaine d'entrepreneurs pour que les entrepreneurs s'entraident entre eux et que moi, je sois là aussi en facilitateur. Voilà, ça se traduit un petit peu comme ça. J'essaie d'éviter de faire trop de rendez-vous one-to-one parce que comment dire, ça peut être utile, mais c'est pas, ça prend un temps de dingue parce que il faut que je travaille, tu vois. Donc, Moi, je connaissais personne, hein. Alors là, personne. Mais comme je te disais, j'allais là où il y avait ce qui m'intéressait. À tous les spectacles, à la sortie des spectacles. Avec des collègues, on attendait les artistes à la sortie des artistes pour leur parler. Généralement, ils sont assez sympas, ils vont te communiquer certaines choses, tu vois. Pareil, les colloques que tu donnes, les week-ends dont ils parlent, je pense qu'il faut intégrer ces réunions-là. Et c'est à ce moment-là où tu vas échanger les numéros, essayer, et tout doucement te faire ton carnet d'adresses. ouais. Ça prend un temps de fou. Ouais, c'est long. Il faut vraiment pas être pressé, il faut surtout vraiment pas être intéressé immédiatement. Parce que 9 fois sur 10, tu vas rencontrer quelqu'un et ça servira à rien. Et puis une fois sur 10, ça servira, mais pas tout de suite. Et ça servira dans 3, 5, 10, 20 ans. Tu sais pas. Et donc, en fait, la clé, c'est d'aller faire comment dire, enfin, ce qu'on appelle du networking, mais dans le sens, surtout de discuter avec les gens. Et surtout, il faut aimer les gens. Parce que si tu n'aimes pas les gens, ça va être un enfer. Donc, il faut juste aller dans des endroits, des occasions à laquelle tu peux être invité sur certaines, quand l'opportunité se présente. Tu y vas, et tu y vas surtout, j'ai envie de te dire, sans plan sur la comète, quoi. Tu y vas juste en disant, je vais discuter avec des gens intéressants, puis on verra bien. Ça, les gens le sentent. Ouais, Oui, tu et on laisses se le sent. hasard faire. Entre nous, on se sent finalement. Même tu vas trouver des personnes, des étudiants aussi, peut-être qui sont étudiants, qui ont le même objectif que toi. Vous allez vous donner de la force, tu vois. Mais il ne faut pas que tu sois trop... mais d'ailleurs, c'est même, j'ai envie de dire, ça s'applique à d'autres domaines, mais il ne faut pas que tu aies une idée trop précise de là où tu veux aller. Tu as une idée d'une direction ou de ce qui t'attire, mais il ne faut pas que tu te représentes trop précisément ce que tu as envie de faire ou trop précisément ce que telle ou telle personne pourrait potentiellement faire pour toi. Parce que de toute manière, il y a 9 chances sur 10 que ce qu'elle pourra faire pour toi, ce n'est pas exactement ce que tu penses. Et en plus, il y a 9 chances sur 10 qu'elle ne puisse rien faire pour toi. Donc tu vois, ça fait très peu de chances qu'effectivement il se passe quelque chose. Donc il ne faut pas y aller en se disant qu'il va se passer un truc. Il faut y aller en se disant que tu vas passer un bon moment à découvrir une personne et discuter avec elle. Et puis après, peut-être qu'un jour ça donnera quelque chose. Alors, il faut quand même voir d'où tu pars. C'est-à-dire qu'entreprendre quand tu as 20, 22, c'est pas pareil que quand tu as 24, 26, 28, 30, tu vois. Donc un jeune, je le sais, en plus, plus les années passent, plus la définition du jeune,
pour nous prend une année Oui. chaque année, si tu veux. Amel et moi, on est jeunes. Tu vois, par exemple. Alors, un jeune qui se lance, je ne sais pas où ça s'arrête. Donc, c'est pour ça, ça dépend quand même d'où tu en es. Mais je dirais, dans tous les cas, se lancer, il faut quand même que tu aies une idée qui te tient aux tripes. C'est pas d'aller se lancer en se disant je veux être entrepreneur et puis t'as pas de piste, t'as pas d'idée. Ça, c'est très dur. Ou alors si tu as ça, à ce moment-là, tu vas dans des trucs, des startup week-ends ou des choses comme ça et tu vas voir d'autres gens qui ont déjà des idées et puis voir si tu peux t'associer. Ça existe aussi puisque quand tu crées ton projet, la grande difficulté, c'est justement de ne pas être seul et de trouver des gens avec qui tu vas faire ton projet. Donc, il y a des endroits comme ça qui se créent, enfin des événements dans lesquels tu peux rencontrer des gens qui ont des idées et qui cherchent des associés. Donc, si tu n'as pas d'idée, tu peux faire ça. Et après, faut quand même t'assurer que tu n'es pas en train de te mettre dans une situation extrêmement délicate. Donc, il faut assurer un peu tes arrières dans le sens où, je disais, il faut aimer les pâtes, il faut aussi avoir une situation un peu stable, il ne faut pas te mettre en difficulté financière trop forte parce que sinon ça va te contraindre et ça va te presser pas forcément de la bonne manière. Il faut te mettre sur quelque part où tu es un peu stable. Si tu peux ne pas dépenser trop en loyer et avoir la possibilité de ne pas payer de loyer, c'est mieux. Après, si tu peux, il faut que tu apprennes quand même à aller projeter. Si tu as une vision, alors le moment où tu as ton idée, tu vas projeter ta vision, mais tu vas aussi projeter un chemin. Et donc là, commencer à structurer comment tu vas arriver là. Et donc, il faut anticiper. Alors, on peut pas, tu sais, on dit le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le construire. Donc là, c'est à toi de le faire. Et il faut que tu dises, bon, il va se passer ça, je vais essayer de faire ça. Et puis en parallèle, ça va me rapporter ça, mais coûter ça. Généralement, l'expérience montre que c'est plus facile de prévoir les coûts que de prévoir les revenus. Malheureusement. Mais donc, tu prévois quand même ça. Et puis, tu essayes. Alors, si ton idée est finançable par des investisseurs, tu peux commencer à aller voir des business angels et puis après des investisseurs. Mais il faut aussi que tu te débrouilles pour essayer de faire les choses de la manière la moins coûteuse possible au début aussi. Parce que plus tu dépenses, évidemment, plus tu vas te mettre dans une situation délicate. Voilà. Et puis après, tu te renseignes sur tu lis tous les bouquins d'entrepreneurs que tu peux trouver. Ça va vite, tu sais, il y a des gens qui ont pris du temps à écrire des choses. Enfin, moi, mon bouquin, j'ai passé 500 heures à l'écrire, enfin 100 heures à l'écrire et puis 400 heures à le relire. Mais d'ailleurs, c'est un peu standard, hein, parce que j'ai eu Marc Lévy justement dans Les Pionniers. Et je lui ai posé la question. Vous voyez, Marc Lévy, il a vendu 50 millions de bouquins. Ouais. Je me suis dit, tiens, il Il savoir de peut quoi il parle. t'apporter quelque Voilà. chose. Et donc, je lui ai demandé comment il passe. C'est relecture. Eh bien, en fait, et c'est pareil, c'est 20% d'écriture, 80% de relecture. Ah oui, oui. Ah ouais, non, c'est Ça, on s'en rend pas compte C'est quand on écrit. insupportable de relire des Tu relis parce que C'est de tu refais. l'autocritique, c'est Ah dur. ouais, c'est Justement, parce que, insupportable. ouais, tu refais jusqu'à ce que ce soit bien Jusqu'à que- exprimé. Ouais, C'est ouais. la même chose, en une plus blague court. en plus. Ah ouais, ouais, Ah c'est bah, les c'est blagues, c'est long. pareil, ouais. C'est long et puis c'est très long. Hein. Mm. La relecture, elle est longue. Mais voilà, On donc sait les pas. gens qui ont pris du temps à aller partager leur expérience, toi, ça va te prendre quelques heures de lire le bouquin. Eux, sache qu'ils en ont mis 10 fois plus ou 100 fois plus pour l'écrire. C'est important, tu vas te nourrir de ça. Et ça va te montrer des cas, des exemples. Et donc, faire en sorte que quand toi-même tu te lances, tu sois moins dans l'inconnu. Parce que ça va te rappeler des épisodes d'histoire des autres. Et puis, essaye de ne pas partir tout seul. Donc après, retour au point de tout à l'heure, tu recrutes n'importe qui est intelligent et compétent et que tu croises. Et puis tu t'arranges pour le mettre sur le projet. Inaccessible, non, au début, personne. Hein. Non, au début, je suis parti avec mon copain Damien, avec qui on était en prépa. On a commencé à coder tous les deux. Mais j'ai sondé plusieurs copains. C'est-à-dire que et c'est vraiment lui qui a tiqué. Et c'est lui qui a fait, non, c'est une super idée. Et puis une demi-heure après, on était en train de coder tous les deux. Là, je me suis dit, bon, lui, c'est bon. Et il est autant piqué que moi et il va le faire. Donc non, c'était pas des gens inaccessibles, hein, tu vois. Puis après, j'ai rencontré mon CTO chez un voisin autour d'une pizza. Donc c'est pas une méthode de recrutement, mais sauf que quand tu as les yeux ouverts et que tu recrutes n'importe qui est bon et qui peut t'aider, tu vois les opportunités. En fait, c'est une question de voir les opportunités aussi. Toi, Amel, en vrai, tout le monde est accessible? Tu Non, considères non, ça pareil, aujourd'hui? c'est pareil. Personne n'est accessible et tu dois convaincre finalement.
la première partie de Jamel, c'est en convainquant des petits comédie clubs et le nom commence à tourner et là on se dit ah elle est bien, c'est pas lui qui va venir te voir, Ouais, mais t'es quand tu même vois. allé le voir à la fin d'un spectacle, t'allais lui parler, faut Ouais, ouais, oser. ouais, bien sûr, ouais, Et ouais. toi et moi, on s'est Mm. rencontrés sur Instagram. Enfin, je t'ai harcelé Oui, sur voilà. Instagram. Mais non, Non, faut non, mettre parce les que sous-titres quand même. mais ton Instagram est déjà hyper bien fait. On voit que tu es passionné, on voit que tu... Donc, t'es quand même allé regarder, Ah tu oui, oui, réponds bah pas à oui, je me suis n'importe dit, ouais, qui. ouais, j'ai regardé, je me suis dit, c'est carré, c'est sérieux, il a une volonté de transmettre, ça, c'est des choses qui me plaisent aussi, donc ouais, tu as coché plein de cases. Mais moi, juste sur ça, déjà les réseaux, je trouve ça incroyable. Je déteste montrer ma tête, mais bon, je montre mes interviews, mais je fais pas de story face cam. Par contre, c'est pour ça que je vous posais la question. Selon moi, tout le monde est accessible. Je vous le dis parce que je suis personne, j'ai aucun réseau. Ma mère est prof et mon père, ça fait 25 piges qu'il est chez AXA. Donc autant vous dire, j'ai aucun réseau. Fred, je sais plus comment j'ai réussi à choper ton mail. Et au final, on s'est vu 3 fois en un an sur des events. Et là, tu as été la première personne, alors que ça, il n'y avait rien sur Héritage. J'avais même pas encore parlé de ça à Amel, et tu m'as dit oui. Donc, j'ai envie de terminer là-dessus. Je ne vous poserai pas d'autres questions, mais juste oser. Genre, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à y perdre. Il y a aussi un truc, quand vous tombez sur Yacine, vaut mieux dire oui dès le début, vous gagnez du temps, quoi. Parce que de toute manière, vous direz oui à la fin. Bah voilà, mais c'est la résilience. Non, mais j'harcèle les gens, mais avec un big smile. Gad, 2 ans. 2 ans, je lui ai fait des vidéos face calme en lui parlant avec un Darija très moyen. Et au final, bah, j'étais dans sa chambre d'hôtel à Lyon, il m'a invité. Et Ah, c'est drôle, comme voilà. ça? Ah ouais? Bah non, pas que comme ça. Ah, parce qu'il te reconnaissait du harcèlement. Ah, bien Ouais. sûr. Et après, non, et c'est pas que ça. J'ai Ah, demandé mais c'est des mon petit intros, harceleur adoré, j'adore. Exactement, et c'est de la Ouais, ouais. persévérance. Un grand merci d'avoir transmis une partie de votre héritage. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés, merci d'être venu, Amel, merci Fred, je pense qu'on peut les applaudir.